Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai pris du recul depuis l'élimination du Barça face à l'Atlético Madrid, je vous l'avais dit lors du débrief que je prendrais mon temps pour revenir à froid par rapport à la situation actuelle du Barça, parce que l'élimination était tellement douloureuse que ça ne servait à rien en fait de tirer des conclusions à chaud. Je pense que c'est important que chacun de nous réussisse à faire ça parfois, plutôt que de tout de suite comme ça aller commenter sur les réseaux sociaux, de prendre du recul, de regarder les choses avec un œil un peu plus calme, avant de revenir, parce que l'émotion, en fait, la colère, lorsqu'on est chaud, ça nous pousse parfois à dire des bêtises dont on se rend même pas compte, en fait. Bref, dans cette vidéo, on va essayer de revenir, je vais vous dire en tout cas ce que je pense de la situation du Barça. Ça sera une sorte de, entre guillemets, vérité crue, qu'on se dise les choses en face, sans langue de bois. Vous me connaissez, voilà, ça veut pas dire que j'ai forcément raison, c'est mon opinion, je vais vous donner des arguments. On va se dire donc des vérités, parfois des vérités que certains ne veulent pas entendre, mais factuelles, selon moi en tout cas, sans prétendre détenir la vérité. Donc si vous n'êtes pas d'accord, la section commentaire est là, on pourra en discuter. Ça sera aussi l'occasion de parler des choses positives de ce Barça. Parce que oui, il y a des choses positives. Moi, il y a des choses en fait qui me plaisent malgré la situation actuelle, l'élimination du Barça. Je suis en colère. Je reste toujours déçu par rapport à l'élimination en Ligue des Champions. Mais je vais vous expliquer en fait exactement dans cette vidéo pourquoi est-ce que je garde quand même mon côté positif vis-à-vis de cette équipe. Pourquoi en fait est-ce que j'ai envie de supporter encore plus cette équipe. Pourquoi est-ce que j'ai encore plus envie de rester derrière elle. Alors, la première raison pour laquelle j'ai envie de rester derrière cette équipe-là, c'est parce que, comme je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui blâment cette nouvelle génération par rapport aux erreurs de la génération passée. Je pense qu'il y a beaucoup de fans du Barça, en fait, qui sont complexés par ce que les gens disent par rapport à la Ligue des Champions, par rapport à la disette. Ça fait quoi, 11 ans que le Barça n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ça, c'est ce que les adversaires, notamment les supporters du Real, disent du Barça pour que ça nous fasse mal. Et je pense que beaucoup de supporters du Barça, ça leur fait mal en fait. Limite, ça devient tellement une obsession que là, à chaque nouvelle élimination, il y en a qui partent limite en dépression. Je trouve que c'est injuste, la vérité, de blâmer cette génération-là, en fait, cette génération actuelle, les Lamine Yamal. Les Lamine Yamal, ils ont commencé, en fait, leur histoire avec cette Ligue des Champions il y a 2-3 ans, maximum. Donc, ne les blâmez pas, en fait, pour ce que les autres ont fait par le passé. En dehors de Messi, il y a eu plein de joueurs qui ont abandonné le Barça par le passé. Pourquoi je dis ne les blâmez pas? Parce que lorsque je fais le parallèle, justement, avec les générations passées, en dehors de Messi, parce que je vais toujours retirer Messi, parce que lui, il a toujours porté ses corones, on voyait en fait une équipe, des joueurs du Barça, pleurer à la mi-temps d'un match où ils étaient encore qualifiés. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Ça, là, c'était la legacy qu'ils ont laissée. La legacy de joueurs, d'équipes en gros, qui allaient se manger de Remontada, qui allaient se manger de Remontada face à Liverpool, la Roma, etc., etc. C'est une équipe en fait qui n'inspirait plus aucun respect en Europe. Lorsque je regarde, moi, je fais le parallèle avec l'équipe actuelle, cette nouvelle équipe-là, cette nouvelle génération, tu perds 2-0 dans ton stade au match aller. Derrière, tu arrives quand même à foutre la peur dans ton adversaire au match retour au point de remonter ton retard. Après, derrière, ça ne se passe pas comme prévu, tu es éliminé à cause de certains détails. Mais je trouve en fait que c'est injuste de tomber sur l'équipe actuelle par rapport à tout ce qui a été fait de négatif par le passé. Parce que je trouve que cette équipe-là, cette génération-là, elle, pour le coup, elle porte l'écusson du Barça très haut. Je vais leur donner du temps. Moi, peu importe que ça fasse 11 ans, 12 ans, 13 ans, je vais leur donner du temps parce que je suis persuadé qu'ils vont aller gagner la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, en fait, c'est pas forcément la meilleure équipe qui la gagne chaque année. Vous allez sérieusement me regarder, par exemple, droit dans les yeux et me dire que le Real qui gagne la Ligue des Champions sous Benzema, c'était la meilleure équipe du monde? Honnêtement, la grande majorité du temps, en fait, c'est une compétition bâtarde, la vérité, qui se joue sur des momentum, qui se joue sur un timing où il y a une équipe qui a des blessés ou pas, où l'arbitrage s'en mêle aussi sur certaines décisions qui font basculer, en fait, une double confrontation. Alors attention, je dis pas par là que chaque équipe qui la gagne bénéficie de tout ça. Par exemple, le Paris Saint-Germain, la saison passée, ils sont au-dessus de tout le monde et ils la gagnent. C'est totalement mérité, ça arrive. Donc, moi, je vais pas encore une fois tirer sur la génération actuelle, sur l'équipe actuelle, parce qu'ils n'ont pas réussi à gagner la Ligue des Champions sur les 2 dernières saisons là, sous Flick. Je vais leur donner du temps. Parce que moi, je ne suis pas obsédé par la Ligue des Champions. Justement, en parlant de la Ligue des Champions et du PSG, on fait le parallèle. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, aujourd'hui, en termes de maturité de projet de jeu, c'est l'objectif que le Barça vise.
Sauf que le PSG, vous pensez vraiment qu'ils en sont arrivés là en un été, comme ça, juste parce que ils sont humbles, ils sont revenus en arrière, ils ont dépensé moins. Je vous rappelle quand même que depuis l'arrivée du Qatar, en tout cas au Paris Saint-Germain, là, ils ont dépensé quoi? Près de combien de milliards pour mettre en place leur équipe? Ils ont eu des échecs et des échecs et des échecs et des échecs. Année après année, des échecs jusqu'à bâtir l'équipe équilibrée qu'ils ont aujourd'hui. Ils en faisaient de la Ligue des Champions une obsession maladive. Il fallait brûler le club à chaque élimination et étrangement, c'est quand ils ont décidé de revoir leurs ambitions à la baisse et de changer de politique en se débarrassant de stars et repartir sur un projet sain qu'ils l'ont gagné. Oui, parce que le Paris Saint-Germain, je me rappelle des supporters du Paris Saint-Germain la saison dernière lorsqu'ils sont sortis de la phase de Ligue et que c'était les barrages. Lorsque Mbappé est parti, c'était, de toute façon, là, on va essayer de repartir sur quelque chose de sain, avec voilà, une équipe beaucoup moins bling-bling, avec moins de stars, avec un projet beaucoup plus cohérent, avec un entraîneur qui a le monopole. Et c'est à ce moment-là qu'ils la gagnent. C'est au moment même où ils commencent à baisser leur espoir, en tout cas leurs attentes vis-à-vis de la Ligue des Champions. Ils en faisaient moins une obsession et c'est à ce moment-là qu'ils la gagnent. Vous comprenez? Donc, quelque part, lorsque tu en fais de quelque chose une obsession au point où de remettre tout en question parce que tu n'as pas gagné cette Ligue des Champions, je pense que c'est une mauvaise chose. Parce que tu te mets, toi, tellement de pression en tant que supporter, mais aussi pour les joueurs. Vous pensez que les joueurs du Barça actuellement, là, moi je pense que ça a un impact. Lorsqu'ils se retrouvent en Ligue des Champions à chaque fois dans des matchs à élimination directe, vous pensez qu'ils ne ressentent pas cette pression-là? Parce que l'Atlético Madrid, par exemple, je pense honnêtement que le Barça les rejoue 500 fois dans une autre compétition, la Liga, même la Copa, ils vont éliminer l'Atlético Madrid, ou en tout cas, ils vont les battre. Mais pourquoi est-ce qu'en Ligue des Champions, il y a ce blocus-là? C'est parce que la pression aussi, je pense sincèrement, qu'au bout d'un moment, que les joueurs, ils la ressentent. Ils sentent que ça fait longtemps que le Barça ne l'a pas gagné, et donc que c'est la compétition que tout le monde attend tellement, en fait, que ça pèse. Vous comprenez? Faites le parallèle également avec l'Argentine. Lorsque tout le monde, nous tous ici, on voulait tellement que Messi gagne la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on n'aurait pas vendu en fait pour que Messi ait la Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné? Échec après échec après échec. Et c'est étrangement, encore une fois, lorsque Messi gagne la Copa, enfin, lorsqu'il gagne la Copa América et qu'il s'enlève ce poids-là, en fait, du stress, de la pression de devoir gagner une compétition internationale, notamment la Coupe du Monde avec son pays, que lorsqu'il arrive lors de sa dernière tentative, là, qu'il la gagne, parce qu'il y a moins de pression, parce qu'il y a moins d'attente. Alors attention, je ne voulais pas dire qu'il n'y avait pas de pression ou quoi que ce soit. Tout le monde voulait qu'il la gagne toujours, mais la pression, elle était largement moins forte. C'était moins maladif, en fait, pour la dernière Coupe du Monde de Messi. Et pourtant, c'est celle-là qu'il a allé gagner. Donc, moi, c'est juste un conseil personnel. Hein. Ça, je vous le dis à vous. Je ne vous dis pas de baisser, entre guillemets, vos exigences par rapport à quoi que ce soit. Moi-même, je suis en colère, toujours en colère du fait que le Barça soit éliminé en Ligue des Champions. Et je ne vais pas baisser mes exigences. Lorsque le Barça se fait éliminer en Ligue des Champions, ça sera toujours un échec. Parce qu'un club de la taille du Barça doit toujours viser la Ligue des Champions. Ce que je vous recommande, en fait, c'est de ne pas en faire une telle obsession que ça soit, en fait, une sorte de dépression à chaque fois. C'est-à-dire que lorsque le Barça se fait éliminer de la Ligue des Champions, faut brûler le club, faut tout détruire, faut vendre tous les joueurs, faut essayer de rester mesuré, de changer les choses qu'il faut changer, de se dire, c'est pas cette année, d'accord, ça sera peut-être l'année prochaine, ça sera peut-être l'année d'après. Et de ne pas en fait se laisser avoir par les vannes des réseaux sociaux, ça doit pas vous atteindre la vérité. Après, chacun vit les choses encore une fois différemment, mais lorsqu'on demandait à Luis Enrique la saison passée les objectifs du Paris Saint-Germain par rapport à gagner la Ligue des Champions, moi je me rappelle, il y a une conférence de presse où il dit si on la gagne pas, et alors? En mode, il s'en fout, limite qu'il la gagne ou pas, il s'en fout. Ça, c'est quoi? C'est pour enlever aussi le stress, la pression autour de ces joueurs par rapport à cette obsession maladive. Donc moi, je pense que oui, on devrait continuer à vouloir cette Ligue des Champions. Alors, je ne vois personne ici venir me dire qu'on ne doit plus viser la Ligue des Champions, c'est pas ce que je dis, attention. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré nos ambitions de gagner cette Ligue des Champions-là, faut qu'on arrête en fait de rendre tellement cette atmosphère-là insoutenable autour de l'équipe, autour des joueurs, par rapport à une attente démesurée, que ça ait en fait un effet néfaste, même sur notre santé mentale, à nous les supporters, et qui se transmet aussi aux joueurs. Parce que les joueurs, croyez pas, ils lisent tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux là, ils lisent
Lamine Yamal et tout, là, ils ont des comptes fake sur Twitter, sur les autres réseaux. Ils lisent, ils savent très bien, ils s'informent. Regardez-les. Lorsqu'ils ont l'occasion d'être sur un téléphone, vous les voyez avec leur téléphone personnel, ils ont toujours la tête sur leur téléphone. Pensez que c'est pas sur les réseaux qu'ils sont. Bien sûr qu'ils sont sur les réseaux. Ils voient ça. Mais Lamine Yamal, vous voyez qu'il change sa photo de profil juste avant le match pour mettre celle de LeBron. Pensez que c'est parce qu'il le sait pas, il voit pas ce qui se dit. Bien sûr qu'ils le savent. Donc moi je pense que oui, il faut garder cette exigence vis-à-vis de la Ligue des Champions, mais ne pas continuer en fait à créer cette atmosphère nauséabonde, cette atmosphère tendue comme ça, pour que en fait les joueurs aussi la ressentent moins. Une autre chose qu'on a réussi à faire durant les dernières semaines, là, qu'on devrait, à mon humble avis, continuer à faire lors des prochaines années, c'est en fait, vous voyez cet engouement là, que les supporters, que nous tous on a réussi à créer autour de l'équipe avant le match retour. Cette atmosphère là, cette vibe là qu'on a réussi à mettre en place, ce sentiment de on est capable de tout renverser. On va pas baisser les bras, on est derrière vous malgré le match aller, malgré le résultat du match aller. Le fait d'avoir autant cru en fait en eux, ça là c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire. Pourquoi ? Parce qu'on a vu les joueurs y croire eux aussi. Ils ont cru en eux. Pourquoi ? Parce qu'on a cru en eux. On a vu Lamine Yamal, je l'ai dit tout à l'heure, qui change sa photo de profil. On a vu les joueurs importants de l'équipe qui en ont parlé. On doit continuer à le faire. Ça, là, soyez fiers de vous. Même ceux qui n'y croyaient pas ont fait l'effort d'y croire. Soyons fiers de nous par rapport à ce qu'on a réussi à faire, cette atmosphère-là qu'on a réussi à créer, ce doute qu'on a réussi à mettre dans la tête de l'adversaire. Tout ça, ça participe à ça. Ça, on doit continuer à le faire, de croire en cette équipe parce qu'ils nous ont donné encore une fois des raisons de croire en eux. On doit croire en eux, on doit les soutenir, mais pas non plus au point de rendre cette atmosphère nauséabonde et très très lourde autour d'eux. On doit savoir trouver en fait le juste milieu. Moi, par exemple là, c'est normal, je vous l'ai dit, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être déçu que le Barça soit éliminé de la Ligue des Champions. Mais tu as l'occasion d'aller remporter une 3e Liga en 4 ans. Et lorsque je vois des gens venir dire d'ores et déjà que c'est une saison ratée, alors je ne vous dis pas de dire que c'est une saison réussie, mais de dire que c'est une saison ratée, d'ores et déjà, même si le Barça gagne la Liga, tu gagnes Liga plus Super Coupe d'Espagne, pour eux c'est une saison ratée. Je suis désolé, on n'a pas la même définition de raté. Je ne dis pas encore une fois que c'est une saison réussie, je dis juste qu'il faut savoir rester humble parfois. Ça me ramène d'ailleurs à ce que Messi disait en 2019, il me semble que c'était en 2019. Il disait en fait un jour que les gens comprendront l'importance de ce que nous réalisons, ce qu'ils réalisaient eux en tout cas en gagnant autant de Ligas d'affilée, en donnant l'impression que c'est facile. En fait, je sais pas pour vous, mais pour vous dire la vérité, moi j'ai compris ce que Messi voulait dire que bien après. C'est-à-dire dans les années 2020-2021, lorsque le Barça commençait en fait à jouer, bien avant même, lorsque le Barça enchaînait Europa League, élimination précoce à chaque tour de compétition, de ne même pas être compétitif en Liga et de voir de petites équipes venir rendre la vie difficile au Barça, même au Camp Nou, avec des joueurs médiocres par-ci par-là. Je me suis dit, je vous mens pas, je me suis dit à cette époque-là, je pense que j'ai compris ce que Messi voulait dire. J'ai même peur en fait que le Barça ne réussisse plus à gagner la Liga de nouveau pendant un long moment. Parce que je commençais à perdre espoir. Je perdais espoir. Je voyais le Real enchaîner les Ligas. Je pense qu'ils ont fait 2 Ligas en 3 ans. Et je voyais en fait l'écart qui recommençait à monter parce que en parlant justement de ça, moi, j'ai commencé à regarder la Liga à l'époque où il y avait une différence peut-être de 14 ou 15 Ligas, voire 13 Ligas, je sais plus, entre le Barça et le Real. Je me disais à cette époque-là que c'est pas possible. De mon vivant, je pourrais jamais voir le Barça ne serait-ce que se rapprocher du Real en termes de Liga. Parce que je connais le Real, c'est une équipe qui sera toujours compétitive avec de grands joueurs. Et je sais, on connaît nous tous ici l'histoire que le Barça a vis-à-vis de la Liga, la difficulté que le Barça peut avoir pour gagner la Liga malgré le fait d'être au-dessus parfois. Tu dois surmonter les erreurs d'arbitrage lorsque ça s'enchaîne autant. Est-ce que c'est des erreurs, tout ça ? Tu dois surmonter pas mal de difficultés. Tu ne pouvais plus dépenser, tu étais dans une crise financière. Donc lorsque je vois aujourd'hui que le Barça est à potentiellement 7 Ligas du Real, s'il gagne cette Liga en tout cas, qui sont peut-être sur 3 Ligas en 4 ans, je me dis en fait que c'est possible. C'est possible. Ce que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque j'étais plus jeune. Peut-être que de mon vivant, je pourrais voir un jour le Barça dépasser le Real en termes de Liga. Est-ce que vous vous imaginez la dinguerie que ça serait ? En connaissant l'histoire politique entre ces deux clubs-là, ce que le Barça a subi à l'époque. Toutes les Ligas que le Real a gagnées à l'époque. Vous imaginez que le Barça dans l'histoire moderne dépasse le Real Madrid en termes de Liga ?
Ça, là, ça serait la honte ultime pour eux. Parce que oui, ils pourront toujours se targuer de gagner la Ligue des Champions, c'est un trophée européen, où ils n'affrontent pas forcément le Barça à chaque fois, mais la compétition dans laquelle vous vous affrontez tous les ans, si là, le Barça a réussi à passer devant le Real Madrid, ça serait en fait l'un des plus grands exploits du football espagnol, en tout cas de l'histoire du football. Même pas espagnol, c'est totalement lunaire, ça serait totalement fou. En sachant que le Real, c'est pas comme si durant toutes ces périodes-là, ils traversaient des crises à chaque fois. Hein. Ils ont toujours eu de grands joueurs, ils ont rarement eu des problèmes financiers comme le Barça l'a eu, des périodes de Banterera de fou comme l'époque de Bartomeu. Oui, ils ont eu des saisons compliquées, des saisons difficiles avec voilà, des problèmes sportifs, de coaching, tout ça, mais rarement des problèmes aussi grands de manière institutionnelle comme ceux du Barça en fait durant les dernières années. Là. Donc, ouais, peut-être que si Bartomeu n'était pas passé par là, l'écart, il serait encore plus court, plus petit, je veux dire. Mais on a encore du temps, on verra ce qui va se passer. Mais je veux juste vous dire, en fait, que moi, à titre personnel, je valorise énormément lorsque le Barça gagne des Ligas. Je ne peux pas, en fait, mettre ça sous le tapis en mode c'est une saison ratée. C'est une saison, entre guillemets, sauvée, justement, grâce à cette Liga, grâce à la Super Coupe d'Espagne, dans laquelle, d'ailleurs, tu as battu le Real Madrid. Mais c'est en aucun cas une saison ratée. Pour moi, ce n'est pas un échec. Est-ce que c'est une saison frustrante, une saison décevante par rapport à tes ambitions de Ligue des Champions? Oui, forcément. Mais est-ce que c'est une saison ratée? Non, je ne pense pas. Encore une fois, je ne dis pas que c'est moi qui ai raison. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. Vous avez le droit de dire que c'est une saison ratée. Mais à ce moment-là, donnez-moi vos arguments. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une saison ratée? Après, on en discutera dans les commentaires. Maintenant, comme j'ai dit, attention, je ne suis pas en train de vous dire ici que la Ligue des Champions est inutile et que c'est rien de se faire éliminer. Hein. Moi, je vous l'ai dit, je suis très exigeant vis-à-vis du Barça. Et c'est évidemment un échec, en fait, que le club se fasse éliminer de nouveau en Ligue des Champions. Ça sera toujours un échec parce que c'est ça le Barça, c'est la grandeur du club. Lorsque tu commences la saison, peu importe ta situation sportive ou financière, tu vises tous les trophées. Donc chaque élimination dans une compétition, ça reste un échec. Ça reste un échec. Vous m'entendez parler, donner des arguments, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas en faire une obsession? Vous pourriez penser en fait que, voilà, moi je m'en tape de la Ligue des Champions et que je me contente en fait du peu. Mais ceux qui écoutent vraiment comprennent où est-ce que je veux en venir. En parlant justement de Ligue des Champions, j'ai essayé de me poser la question et prendre du recul pour comprendre c'est quoi en fait, qu'est-ce qui nous manque? Sur ces 2 dernières saisons par exemple, les éliminations du Barça font très mal face à l'Inter et là face à l'Atlético Madrid. Comme je l'ai dit plus tôt, la Ligue des Champions, c'est un peu une compétition très cruelle, où tu perds une double confrontation sur un épiphénomène. Mais, quand cet épiphénomène-là se répète, à l'aller, comme au retour, je pense qu'il y a un problème un peu plus profond, en la vérité. Je pense que c'est un peu plus qu'un épiphénomène à ce moment-là. Donc, c'est quoi le problème? Ça me permet justement de faire la transition pour parler de Hansi Flick et de son style de jeu. Alors, ça va être une partie de la vidéo, je pense, qui sera assez clivante. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à vos arguments, en tout cas ce que vous pensez par rapport à ce que je vais dire ici. Premièrement, je tiens à préciser une chose. Flick, pour moi, c'est l'homme de la situation. Je partirai à la guerre pour lui encore et encore, parce qu'en termes d'émotion, ce qu'il m'a fait vivre durant ces 2 dernières saisons-là, ça fait longtemps en fait que je ne l'ai pas vécu. Flick est arrivé à une époque où Xavi nous a laissé entendre qu'on ne peut pas être compétitif vis-à-vis du Real, des autres clubs européens, à cause de notre situation financière. Et Flick a prouvé le contraire avec seulement un bout de bois et des renforts faméliques. Tu regardes un peu les sommes dépensées par les grandes équipes européennes l'été dernier, le Barça est tout en bas. Avec quoi? Une modique somme de quoi? 27 millions d'euros, voire un peu plus, voire un peu moins. Et pourtant, Flick aujourd'hui a rendu son équipe compétitive. Et si on parle objectivement, là, le Barça fait partie du top 4 des meilleures équipes du monde. Objectivement. Alors oui, vous pouvez me dire, oui, ils sont pas qualifiés dans le top 4 de la Ligue des Champions. Faut regarder les matchs de football. Est-ce que vous pouvez me dire objectivement que l'Atlético Madrid est intrinsèquement une meilleure équipe de football que le Barça? Non. C'est pas parce qu'ils ont éliminé le Barça que c'est le cas. C'est plus le Barça qui s'est sabordé qu'autre chose. En plus de l'arbitrage, en plus de tout ce qu'il y a derrière. Parce que oui, on peut parler de l'Atlético Madrid. Oui, ils ont été cliniques sur les 2-3 occasions qu'ils ont eues. Ils n'ont pas eu besoin de plus pour battre le Barça. Le Barça s'est auto-saboté. Bref, je pense même pas que j'ai en fait à donner des arguments supplémentaires pour vous dire que le Barça est une bien meilleure équipe que l'Atlético Madrid, malgré l'élimination du Barça par l'Atlético Madrid. Donc pour moi, les 4 meilleures équipes du monde actuellement, c'est le PSG naturellement, le Bayern qui vont s'affronter, Arsenal
et le Barça. Avec Arsenal et le Barça, pour moi, ça se tape. Je pense même que beaucoup dans les commentaires ici pourront te dire que le Barça de Flick tue le Arsenal d'Arteta. Moi, je pense que l'Arsenal d'Arteta est une équipe qui sait être compétitive, en fait, donc je ne serais pas d'avis par rapport à ça. Je pense qu'il y aurait eu du 50-50 sur une double confrontation face à eux. Peut-être qu'ils sont une équipe un peu plus mature aussi que le Barça, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut pas voir leur état de forme Arsenal et penser en fait que c'est une équipe qui est très facile à battre, malgré leurs difficultés. Mais si on veut être objectif, je pense que ce sont les 4 meilleures équipes du monde. Le Barça est supérieur au Real Madrid depuis 2 ans maintenant. Le Barça est supérieur à Manchester City, il n'y a même pas photo. Le Barça est supérieur en fait à toutes les autres équipes. L'Inter, l'Atlético, toutes ces équipes-là. Le Barça est au-dessus de ces équipes-là. Et tout ça avec un mercato famélique. Avec quoi? Que 27 millions d'euros. En fait, c'est à cause de tout ça que j'estime que Flick mérite un mercato à la hauteur de ce qu'il a réalisé depuis son arrivée. Il a mangé son pain noir, il a bricolé, il a ramené des titres importants avec un jeu spectaculaire. Il est temps que la direction l'accompagne. Moi, je vous le dis, cet été, je vais être très très sévère vis-à-vis de la direction s'il ne donne pas à Flick le mercato qu'il mérite. Je vous le dis, honnêtement. Après, je ne vais pas non plus réécrire l'histoire. Pour ceux qui se rappellent, la saison passée, lors du mercato de l'été dernier, moi, je demandais un mercato d'ajustement. Et on était tous d'accord par rapport à ça. Parce que pour moi, la base était plutôt solide. Et donc, il fallait prioritairement chercher un gardien top mondial et des remplaçants pour faire souffler les titulaires. Et pour être honnête, la direction a fait venir Joan Garcia, Rooney, et ils étaient sur le point de faire venir Nico Williams s'ils ne l'avaient pas mis à l'envers avec son agent. C'est l'unique raison pour laquelle on se tourne vers Rashford, pour ceux qui se rappellent. Donc techniquement, tu aurais fait un mercato à près de 100 millions d'euros, enlevant la clause de Nico, plus la signature de Joan Garcia, plus Rooney. Mais au final, tu as Rashford en prêt, mais en termes de cible, de profil mercato, on était dans le bon. Honnêtement, on était dans le bon. À mon humble avis, on était dans le bon. Le seul problème du mercato de la saison passée, c'est qu'on n'avait pas prévu le départ de Inigo. Parce que Inigo, on va le rappeler pour la 500e fois, c'est lui qui est venu voir le Barça pour dire qu'il ne pourra plus tenir en fait une saison au plus haut niveau avec sa condition et son âge, et qu'il a une offre alléchante de l'Arabie Saoudite qu'il ne peut pas refuser. Donc c'est lui qui est venu dire au Barça qu'il veut partir. Moi j'ai pas de problème avec ça. Moi je pense surtout que c'était une mauvaise idée de ne pas avoir prévu son départ, en tout cas peut-être pas avoir prévu, en tout cas d'avoir prévu de le remplacer après son départ. C'était une mauvaise planification de se dire qu'on allait tenir avec un Christensen injury prone, avec un Koubarsi de 18 piges à l'époque, avec un Gérard Martin qui n'avait qu'une seule saison au plus haut niveau, avec Araujo, Ça, c'était un move suicidaire et ça nous a pénalisés tout au long de la saison. Parce que plein de fois, on a eu des problèmes, mais pas uniquement parce que la qualité intrinsèque de tes défenseurs est mauvaise, c'est vrai que la structure, mais on a eu un problème, par exemple, pour savoir c'était quoi notre meilleure charnière centrale. On a essayé Koubarsi avec Araujo, on a essayé Koubarsi avec... Il y a eu plein de combinaisons. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas, en fait, ce taulier-là. Tu n'as jamais eu ce taulier jusqu'à ce que tu es allé essayer, en fait, Gérard Martin avec Koubarsi et ça tenait un peu. On a eu aussi Eric Garcia avec Koubarsi, ça tenait un peu. Mais tu sentais que Koubarsi ne pouvait pas être le patron d'une défense à 19 piges. Ça, là, ce n'était pas normal. En termes de planification, c'était mauvais. Donc, pour moi, l'été dernier, c'était un mercato 6.5 sur 10. Mais l'été qui arrive, là, je serai très très sévère parce qu'on n'est plus sur un mercato d'ajustement. On doit se renforcer massivement et ce, à plusieurs postes. Ça, c'est ce qui concerne la direction. Maintenant, pourquoi je vous disais que cette partie sera clivante? C'est parce que même s'il y a un gros mercato, ça ne réglera pas, à mon humble avis, encore une fois, tous les problèmes du Barça de Flick. Parce que moi, j'estime qu'il y a également un problème structurel. Je l'ai dit tout à l'heure, Flick m'a fait vivre des émotions de fou sur les 2 dernières saisons, avec un nombre de buts incalculable et du spectacle infini. Ça, c'était le moi d'il y a 2 ans, qui demandait ça lors du départ de Xavi, parce que j'avais envie de regoûter en fait au plaisir de foot. J'avais perdu ça. J'avais envie de me poser devant les matchs du Barça et juste kiffer. Ça, c'est l'état dans lequel j'étais lorsque Flick est arrivé. Je commençais à perdre mon amour pour le foot, tellement le Barça me rendait dépressif par rapport à son contenu au quotidien. Donc le mois d'aujourd'hui, là, il est différent du mois d'il y a 2 ans. Le mois d'aujourd'hui, il a désormais d'autres exigences. C'est cette exigence-là de tout gagner. Et pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que Flick gagnera la Ligue des Champions s'il n'opère pas quelques ajustements dans sa manière d'approcher les matchs coup près.
C'est ce que je pense. Alors attention, je ne demande pas à Flick de se renier, hein. Loin de là. Moi, je ne demande pas à Flick de jouer bloc bas, parce qu'on voit, on a vu le Real Madrid joue bloc bas, par exemple, face au Bayern. Allez, comme retour, ils encaissent quoi 6 buts en 2 matchs. Donc, de jouer bloc bas, en fait, ne te garantit pas de mieux défendre. Donc, moi, je ne demande pas à Flick de se renier, de jouer bloc bas. La ligne haute, tout ça, le piège du hors-jeu, c'est pas mauvais. Mais dans l'exécution, on est devenu trop caricaturaux, en fait. Et forcément, les adversaires, au bout de 2 ans, ils commencent à s'adapter et à te comprendre. Ils commencent à te lire pour te prendre à son propre jeu. Moi, je regarde par exemple le Bayern. Certes, le Bayern joue haut, le Bayern laisse des espaces derrière, ils sont vulnérables aussi. Hein. Mais à la différence du Barça, individuellement, ils ont des défenseurs, leurs latéraux, mais aussi leurs défenseurs centraux. Malgré la lenteur de taille s'est fait un peu mélanger quand même par Mbappé, faut le dire. Le Bayern, ils ont joué. En fait, c'était très similaire à ce que le Barça fait. Jusque derrière, tu as Upamecano qui gère bien Vinicius dans la profondeur, dans les 1 contre 1. On sait que Koubarsi, il est capable, il en est capable. Il a déjà fait ça par le passé. Mais tu peux pas demander à Koubarsi d'avoir les mêmes qualités athlétiques que Upamecano, c'est pas le même style de joueur. À ce moment-là, tu veux jouer en fait comme le Bayern, parce que le Barça et le Bayern, je trouve que c'est très similaire. Si tu veux jouer comme eux, faut que tu aies les joueurs qui sont capables de couvrir de grands espaces, d'aller en 1 contre 1 tout le temps avec des joueurs rapides, tout le temps, et de pas forcément systématiquement jouer le piège du hors-jeu, ou en tout cas de voir des joueurs aller dans la profondeur et jouer cette ligne haute quand même. Depuis le début de la saison, on s'est mangé le même type de but 500 fois. 500 fois, on est en avril et c'est ce même type de but qui nous élimine de la Ligue des Champions après un effort monstrueux pour revenir dans la double confrontation. C'est trop facile en fait pour les adversaires, c'est ça qui me dérange. Je préfère que le Barça se mange des buts où l'adversaire travaille pour ses buts et où tu es juste impuissant en fait devant la qualité d'en face, plutôt que de leur offrir des buts comme ça sur un plateau d'argent. Ça, pour moi, c'est rageant. En fait, le Barça de Flick manque encore de maturité, à mon sens, dans son approche tactique. Parce que si on fait le parallèle avec le PSG, justement, de Luis Enrique, c'est une équipe qui joue très haut. Mais c'est une équipe qui sait aussi gérer ses momentum et accepte le fait qu'elle ne pourra pas surdominer 90 minutes. C'est pourquoi on les voit jouer plus bas à Anfield et laisser l'orage passer avant de piquer sur contre. Le Barça refait son retard, par exemple, lors du match contre l'Atlético Madrid. Normalement, tu sais que l'Atlético, ils vont essayer de sortir beaucoup plus et réagir. Tu vas donc forcément concéder un temps faible, minimum. C'est ce temps faible-là et cette obstination qui fait qu'à la 30e minute, je crois que c'était à la 30e minute, tu vois Koundé à la ligne médiane et un pressing qui se délite. Les joueurs, ils sont sur un temps faible. Forcément, alors après avoir fait un gros début de match comme ça, il y en a qui baissent légèrement. Donc lorsque ton pressing, il se délite, ben forcément que tu exposes ta ligne derrière, ta ligne haute. Donc que Koundé soit au niveau de la ligne médiane, après que tu aies mené 2-0, que les défenseurs du Barça soient aussi hauts. Koundé, il sait très bien qu'il va pas aussi vite que Lookman. Il voit devant que voilà, l'autre il n'est pas hors jeu, il part de son camp. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû lancer sa course bien en avance. Mais il est beaucoup trop en arrière en fait, il part de trop loin pour pouvoir attraper Lookman. Mais là-dessus, c'est pas Koundé que je blâme. Parce que plutôt que de faire redescendre le bloc d'un cran, pas forcément de jouer le bus, hein, juste le temps de te protéger et contenir les assauts de l'équipe qui va rentrer dans son temps fort, bah tu continues en fait à jouer de manière un peu kamikaze. Tu peux leur faire mal à ce moment-là en plus avec des contres si tu acceptes de redescendre un minimum pour essayer de partir en contre, exactement comme ce que le PSG fait. Parce qu'ils laisseront plus d'espace. Mais non, tu fais jouer ta défense à ce niveau-là. Et ça te coûte un but au moment où l'adversaire a la tête sous l'eau. Et là, le momentum du match, il change. Combien de fois c'est arrivé cette saison, ça? Pour moi, c'est pas une question de défenseur intrinsèque. C'est purement structurel. Parce que le rouge d'Eric Garcia vient aussi d'une action un peu similaire. Où tu te retrouves pour la 150e fois de la saison à courir vers ton but pour rattraper un face-à-face. Ce n'est pas normal. Pour couronner le tout, je pense que Flick doit également prendre une responsabilité sur l'élimination du Barça contre l'Atlético Madrid, parce que ces changements ont totalement tué le Barça en deuxième mi-temps. Pourquoi sortir par exemple Ferran Torres alors qu'il était en feu sur ce match-là? Alors qu'il était en confiance? Pourquoi? Pour faire entrer le duo Rashford plus Lewandowski en plus derrière qui presse pas, en combinaison de la sortie de Gavi? Vous pensez que c'est un hasard par exemple que le Barça se mange un rouge qui vient du côté de Rashford, de Lewandowski, accessoirement? Pour moi, c'est pas un hasard. Pourquoi Frenkie de Jong ne rentre que quand la messe est dite? Alors qu'on voit bien, lui Flick, que Pedri est cramé. Pourquoi il décide de ne donner aucune minute à Rooney depuis des semaines pour finalement le lancer sur les 5 dernières minutes du match le plus important de la saison pour qu'il fasse la différence? Et le pire, c'est que Rooney, il était à 2 doigts de faire la différence parce que c'est lui qui envoie la passe qui était censée être décisive pour Araujo, car il est tout seul là dans la dernière action du match et que Araujo ne cadre pas sa tête.
Était-ce nécessaire, honnêtement, de faire enchaîner à Lamine et à Pedri 90 minutes contre l'Espagnol pour qu'ils soient cramés les deux au bout de la deuxième mi-temps contre l'Atlético Madrid? Je sais pas si c'était un bon move. Bref, plein de questions sur la gestion de ce match par Flick, que ce soit pour son approche tactique après le retard comblé, mais également sur ses changements. Et là-dessus, c'est pas la première fois par rapport à ces changements. Qui se rappelle que la saison dernière aussi, il fait déjà un changement un peu suspect. Il fait rentrer Lewandowski dans un momentum de match où t'as pas forcément besoin de faire rentrer un attaquant à ce moment-là. Donc malgré tout, l'amour que je lui porte, Flick, malgré le fait que j'aille à la guerre pour lui, s'il le faut, oui, j'estime que Flick doit également s'ajuster par rapport à certaines choses dans sa gestion. Au final, oui, il aura besoin de renforts et on sera très exigeant, très vigilant par rapport à la direction concernant ça. Mais la saison prochaine, si jamais Flick a un bon mercato, on sera également beaucoup plus exigeant envers lui par rapport à tout ça. J'aimerais également aborder un autre problème. En fait, au-delà de la nécessité absolue de signer un défenseur central et un numéro 9, je pense que cet été, en fait, il faudra faire quelque chose par rapport aux latéraux également. Quand tu regardes l'activité des latéraux du Bayern et du Paris Saint-Germain, je suis désolé, dans le foot moderne, tu peux pas aller à la guerre en fait avec des latéraux qui ne t'apportent pas grand-chose. Là, beaucoup pourraient penser que je parle de Baldé, mais honnêtement, j'aimerais plutôt rediriger votre regard vers Jules Koundé. Pourtant, vous savez que je kiffe le joueur, j'ai rencontré l'humain, j'ai eu la chance de le rencontrer, qui est au passage un mec très humble, très humble et exigeant d'ailleurs vis-à-vis de lui-même. Mais vous me connaissez, c'est pas pour ces raisons que je ne vous dirai pas le fond de ma pensée. Koundé est un défenseur central pour moi, c'est pas un latéral. Pour moi, c'est un défenseur central qui a fait une bonne saison au poste de latéral parce qu'il peut être polyvalent. Ça fait pas forcément de lui un bon latéral, ou du moins un latéral d'élite. Vous voyez Hakimi, vous voyez Cucurella, vous voyez Nuno Mendes, Grimaldo, voire même Cancelo. Cancelo, malgré ses failles, pour moi, c'est un latéral de très haut niveau. Est-ce que pour vous, Koundé a le même apport qu'eux? Non. Quand on parle de bien entourer Yamal, on devrait également parler de ce problème aussi à droite. Mais attention, je ne vais pas jusqu'à dire là qu'il faudrait vendre Koundé. Même si, en cas d'offre alléchante, pourquoi pas, on verra. Mais je n'irai pas jusque-là. Moi, je pense plutôt que ça serait pas mal que dès la saison prochaine, qu'on recommence en fait à utiliser Koundé comme un défenseur central et qu'il reprenne ses repères à ce poste-là. Peut-être même dès cette saison-là, sur la dernière ligne droite. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Ça te fera une profondeur de banc plus importante à ce poste et ça aurait quoi comme conséquence? De faire jouer Cancelo à droite pour épauler Lamine. Qu'il ait enfin un latéral offensif qui lui propose constamment des solutions. Et avec qui il peut échanger dans les petits espaces exactement comme Dani Alves l'était pour Messi. Exactement comme Hakimi l'est pour Dembélé. Pour ce faire, faudrait donc recruter pour moi Grimaldo qui occuperait le couloir gauche et qui apporte également énormément offensivement. Tu aurais donc d'un côté l'Espagnol qui met le feu et de l'autre côté Cancelo qui apporte également le chaos en fait avec Yamal. Sans oublier que tu ajouterais enfin dans l'effectif un spécialiste des coups francs. Dépendamment du transfert de Alvarez ou pas, ce qui ferait 2 ovnis sur coup franc si jamais tu fais Alvarez pour les 2 pieds. Mais c'est un autre débat encore, Alvarez. Dans ce contexte, moi je pense honnêtement qu'il ne sera même pas nécessaire d'aller signer un latéral droit. Sauf si une opportunité comme celle de Raciu, là, du Rayo se présente. Parce que petit salaire, parce que ne coûterait pas cher, parce que c'est aussi un latéral très intéressant, il va très vite. Je pense même que c'est le latéral le plus rapide de Liga, très offensif. Défensivement, je sais pas ce qu'il vaut honnêtement, mais je sais que voilà, il a de vraies qualités offensives. Du coup, ça te ferait quoi? Même si tu ne le signes pas, Raciu, tu aurais quand même Koundé et Eric en backup de Cancelo. Honnêtement, je pense que ça serait mieux. En tout cas, de commencer une saison en pensant à Cancelo, latéral droit. D'essayer, voir. Et pourquoi pas l'essayer d'ailleurs dès cette fin de saison-là, dès cette dernière ligne droite. Enfin, justement, en parlant de cette dernière ligne droite en Liga, je pense que Flick devrait tenter de nouvelles choses en vue de la saison prochaine. Pour la simple et bonne raison que pour la première fois depuis le début de la saison, on aura enfin tous nos milieux titulaires. Enfin, tous nos milieux disponibles, je veux dire. Alors, on sait déjà que la saison prochaine, il y aura encore des blessures au milieu parce que le calendrier du foot mondial est infernal. Donc autant tenter de nouvelles choses. Ça, faut même pas penser à autre chose. Il y aura des blessures. Les blessures, il y en aura. Peut-être pas aussi graves que celles de Gavi, par exemple, ou celles qui ont éloigné des joueurs du Barça pendant longtemps. Mais l'absence de Gavi, elle nous a fait mal. Ça, faut le dire. Gavi, il est enfin de retour. Bernal qui va revenir. Et Frenkie également de retour. Moi, en fait, j'ai pensé à une chose. Pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas à instaurer quelque chose qui ressemblerait un peu plus à ce que l'Espagne, la Rora, ils font? Ou tout simplement s'inspirer du Barça originel. Parce que la Rora de Luis de la Fuente, elle s'en inspire. Je parle par là du 4-3-3, avec un milieu plus protagoniste.
où on surdomine tellement la maîtrise du ballon au milieu que notre défense, en fait, elle est moins exposée. Ça voudra peut-être, je dis bien peut-être, c'est même pas sûr, peut-être dire un volume d'occasion légèrement moins élevé, mais est-ce que pour autant, pour vous, la Rora, l'Espagne, c'est une équipe stérile? Non, je pense pas. C'est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions, mais c'est juste qu'il y a plus de contrôle et tu vois pas leurs défenseurs sprinter H24 vers leur gardien, au point de se déchirer physiquement. Le rôle que Rodri occupe en sélection, Bernal pourrait l'occuper au Barça, voire même Frenkie de Jong ou un autre joueur. On pourrait peut-être tenter un troisième milieu, moins numéro 10, mais plus relayeur, pour vraiment écraser nos adversaires et les endormir pour encore moins subir en transition. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, il y a une possibilité de combinaison quasiment infinie au milieu, avec les différents profils là, de Bernal, de Frenkie, de Pedri, de Gavi, de Olmo, de Fermin. On a vu l'incorporation du quatrième faux milieu gauche là, contre l'Espagnol et contre l'Atlético Madrid, avec Gavi et Fermin qui ont occupé ces rôles, la tour de rôle. Gavi qui était titulaire contre l'Espagnol dans ce rôle, et puis Fermin qui était titulaire contre l'Atlético Madrid dans ce rôle. Et honnêtement, c'était une réussite. C'est une réussite. Et je trouve même que c'est un énorme message qui a été envoyé à Marcus Rashford, parce que pour le match le plus important de la saison, là, qu'on préfère en fait changer de système plutôt que de compter sur toi, qui était censé être le remplaçant numérique de Rafinha à ce poste-là. Je pense que le pire, c'est que Rashford, c'est même pas un mauvais joueur, mais sa nonchalance là et son manque d'application, je pense que je comprends pourquoi sa carrière elle a tourné comme ça. Donc maintenant que Flick a tenté le carré qui avait fonctionné sous Xavi, ça te donne une option supplémentaire en termes d'animation. Il y a également Olmo en faux neuf. Là, on l'a tenté ça aussi la dernière fois contre l'Atlético Madrid en championnat, ça avait marché. On l'a tenté Olmo faux neuf contre le Betis la saison passée, ça a marché. Ça serait bien, je pense, de tenter un 4-3-3 également, avec des milieux relayeurs pour voir si notre défense sera autant exposée. En fait, moi, j'explore. Moi, je dis pas encore une fois que je détiens la vérité ou que c'est absolument ça qu'il faut faire. Je donne juste des éléments de réflexion. Je me dis peut-être qu'on devrait essayer. On ne perd rien à essayer ça. J'essaie juste de voir les choses en prévision de la saison prochaine. Je ne dis pas qu'un aspect tactique est meilleur que l'autre. Je dis juste que ça serait quand même pas mal qu'on commence à utiliser d'autres options afin qu'on puisse aussi se réajuster en plein match en fonction des contextes. C'est quelque chose que Pep faisait déjà très souvent dans le Barça Prime, où en deuxième mi-temps, tu pouvais voir, ça lui arrivait de demander à Dani Alves de monter beaucoup plus haut et de jouer en 3-4-3 ou en 3-5. Ça, c'est arrivé plein de fois. Et je pense que Flick, il en est capable. Il l'a déjà fait. Il y a eu des changements à la mi-temps de Flick qui ont apporté beaucoup au Barça. Donc je pense qu'il devrait essayer sur cette fin de saison, là, sur cette dernière ligne droite de la saison. Moi, c'est ce qui va beaucoup plus m'animer. Évidemment, il faudra sécuriser la Liga. Ça ne voudra pas dire que faut balancer les matchs et tenter des expérimentations folles à chaque fois. Mais je pense que c'est l'occasion en fait de déjà se préparer par rapport à la saison prochaine, en essayant une nouvelle animation, en essayant de nouvelles choses, notamment au poste latéral droit. Pourquoi pas? Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Encore une fois, je ne dis pas par là que la saison du Barça est une réussite. Je ne dis pas par là que la saison du Barça est un échec. Je pense que la saison du Barça est une saison entre guillemets sauvée. Par rapport à la saison prochaine, on sera beaucoup plus exigeant. Non seulement vis-à-vis de la direction, mais également vis-à-vis de Hansi Flick. Parce que ces joueurs-là, cette équipe-là, cet effectif-là, ils m'ont donné des raisons de croire en eux. Et c'est exactement ce que je vais faire. C'est pas le moment où je vais leur taper dessus parce que l'arbitrage n'est pas allé dans leur sens, parce qu'ils ils se sont déchirés pour sauver l'honneur du Barça. Ils sont sortis la tête haute. D'accord? Donc moi, cette génération de joueurs, je reste derrière eux. J'ai confiance en eux. Impossible pour moi de m'imaginer un Lamine Yamal, en fait, continuer sa carrière comme ça pendant 2, 3, 4 ans sans gagner la Ligue des Champions. Donc, ne vous laissez pas aussi influencer par les vannes, par les gens qui vous disent des choses qui vous font mal, et donc ça vous touche tellement que vous en arrivez limite à détester votre club parce que ils vous font honte, parce qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, tout ça. Essayez en fait de voir les choses de manière un peu plus réfléchie, avec un peu plus de recul. Peut-être que vous verrez en fait que on en fait peut-être beaucoup trop à certains moments sur certaines choses. Moi, j'étais arrivé à un point où j'avais totalement perdu espoir par rapport au Barça, je vous l'ai dit, la dernière saison de Xavi, j'étais à 2 doigts de tout abandonner. Je vous dis la vérité, j'aurais continué à regarder les matchs, mais j'avais perdu toute envie en fait de continuer à créer du contenu par exemple à cause de tout ça. Mais depuis que cette nouvelle génération est arrivée, depuis que Flick est arrivé, je commence de nouveau. Même pas, je commence. Ils ont réussi en fait à relancer la machine. Cette petite flamme-là qui s'éteignait en moi, ils ont réussi à la raviver. Et aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque. Vous vous rappelez quand je vous disais, soyez patients les gars. Les bons moments, ils vont arriver.
Lorsqu'on était sous Bartomeu, lorsqu'on était sous Messi, je vous sortais des vidéos pour vous dire soyez patient. Donc ne sautez pas de l'avion, ne sortez pas du bus maintenant que ça commence à prendre la vitesse de croisière. Voyez un peu, là, on a été patient jusque-là, je pense qu'on peut être patient davantage. Pas non plus éternellement patient, mais c'est pas comme si, durant ces 2 dernières saisons, en tout cas, le Barça nous faisait honte, ou en tout cas qu'on avait l'impression de ne pas progresser ou de régresser. Bon, je pense que pour une équipe qui a dépensé aussi peu pendant ces 2 dernières années, là, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font, c'est très encourageant pour la suite, et c'est là-dessus que moi, je garde mon cap, c'est très encourageant. Et c'est pas, encore une fois, une vidéo d'espoir éternel comme celle du passé, là, et ça s'est avéré être la vérité, ce que je vous disais. Soyez patients, les moments vont arriver. Vous ne pouvez pas me dire que sur les 2 dernières saisons, vous n'avez pas kiffé vos races sur certains matchs du Barça, notamment les Classicos, notamment même en Ligue des Champions. Donc oui, il y a de la déception et de la frustration, mais ça ne doit pas en fait tout remettre en question, tout le projet, tout le processus. On a été patient jusque-là, moi je pense qu'on devrait être patient de nouveau, ne serait-ce que pour une saison supplémentaire, ou encore 2, voire 3. Mais voilà, le plus tôt serait le mieux quand même évidemment pour gagner la Ligue des Champions, mais il faudrait que la direction accompagne encore une fois le coach dans un projet sportif. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. C'est une vidéo un peu longue où je parle à cœur ouvert, où voilà, il n'y a pas trop de synopsis, où voilà, je dis tout ce que j'ai en tête en one shot. Ça plaira à certains, ça ne plaira pas à d'autres. Il y aura forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais voilà, je tenais quand même à la sortir, à discuter à cœur ouvert avec vous sur cette dernière ligne droite là de la saison. Si vous n'êtes pas en accord avec quelque chose, comme toujours, dans le respect, dans les commentaires, je lis tous les commentaires. Donc j'ai très hâte de lire les vôtres après ce débrief là, après cette vidéo là du moins. Donc voilà, donnez-moi vos avis les amis, on se retrouve très rapidement, ça sera certainement pour le débrief du match contre le Celta Vigo, peut-être l'avant-match, on verra. Et Visca Barça.